Je demande d'applaudir Vincent Munier. Je- Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon, ben, c'est un bon début. Merci beaucoup. Je vais poser la première question, parce que j'ai envie de la poser, et puis parce que j'ai le micro aussi. L'origine du film, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où il vient, quelle est... La Panthère des Neiges, c'était autre chose. Ici, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, c'est un film plus personnel aussi, plus familial, on va dire, un film de transmission. Ça vient de où ? C'était, c'était quand même suite à La Panthère des Neiges, où c'était quand même le premier opus au cinéma. Et juste après, j'avais cette envie de partager des émotions assez similaires, finalement, mais avec des espèces de chez nous, quoi. Comme je vous l'ai dit en introduction, pour moi, il compte plus dans le sens où c'est toute notre histoire. Et je voulais relever ce défi de pouvoir, de tenter, en tout cas, j'espère que ça a marché, de vous faire vibrer avec nous, avec des espèces moins exotiques, avec une espèce qui est beaucoup moins, un peu mythique que la Panthère des Neiges, et donc sans un écrivain très connu et très célèbre. Donc c'était pas évident, quoi. On n'avait pas Sylvain Tesson, c'était mon père, un vieux que personne ne connaît. C'était pas la panthère, mais c'était un gros dindon qui vit dans la forêt que personne ne connaît. Et comment essayer de vous faire un peu vibrer avec tout ça, c'était pas si simple, mais je savais qu'il y avait quand même un potentiel tellement, moi, ça m'anime fort, quoi. Donc c'est tellement plus fort, parce que c'est là où j'habite, c'est là où j'ai tout appris. Et puis cette envie de partage, parce qu'il y avait quand même une dette, pas une dette. Déjà, vous avez vu, c'est quand même aussi un film un peu, c'est un hommage à mon père, hein, c'est aussi un peu une déclaration d'amour à lui. C'est sûr. C'est clair que je lui dois tellement tout à mon père. Sans quoi mon chemin aurait tellement été différent. On est dans ce qui s'en va, c'est ça, quoi. Moi, je lui dois énormément. Et puis la présence de mon fils, j'étais pas certain de la réussite de ça, parce que je vous l'ai dit aussi en introduction, j'avais peur de quelque chose d'un petit peu trop mièvre, un peu trop le grand-père qui tient la main de son petit-fils, qui lui raconte des histoires. C'était ma crainte, quoi. Et donc on a essayé. Voilà, c'est une proposition en tout cas de vous toucher de toucher les gens, non pas avec beaucoup de paroles humaines en tout cas. Vous avez vu, on murmure, on chuchote, mais beaucoup avec ce que provoque la forêt, toutes ces vibrations, tout ce côté très instinctif, toute cette énergie que peut nous provoquer ce sauvage, en tout cas, et qui vient nous réveiller des choses en nous, quoi. Voilà, c'était ça. On va vous donner la parole, mais d'abord, je voudrais poser une autre question. J'ai l'impression qu'ici, on a une esthétique qui se rapproche fort du conte. Esthétique à la fois, donc il y a ça, le conte, et puis alors la Panthère des Neiges, c'était très blanc, très clair. Dans les photos que tu fais aussi, il y a souvent des gammes chromatiques, hein. Il y a le bleu, l'ocre, le blanc. Le blanc. Ici, on est dans des tons plus sombres, noir, gris, et ça me semblait aussi résonner avec cette ambiance conte. Il y a les arbres, la brume, la cabane. Non ? Mais oui, mais c'est fou comme en fait ces forêts m'ont forgé. On forgeait un espèce de sens esthétique, ces brumes des Vosges. On est quand même sur des forêts qui sont tellement puissantes, qui dégagent tellement de mystère, par ces brumes, par ces forêts très humides qui fument et ces lumières.
Et puis, tu as vu que on est vraiment sur un film de photographe. Moi, j'ai commencé par la photographie, et il y a beaucoup de plans fixes. On est sur, et c'est presque un peu des images comme des tableaux. Il y a beaucoup d'écho à toutes mes sources d'inspiration, qui sont la peinture, le dessin, les gravures, les estampes, le côté très... où rien n'est très fini, en fait, où on laisse une grande part à l'imaginaire. La brume aide à ça. Le son aide également à ça. C'est-à-dire que c'est plus des évocations, et après, chacun, en fonction de son histoire, va le vivre un peu différemment. Enfin, j'espère en tout cas que c'est un peu ça. Quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas... parce que c'est souvent ça dans la nature. Dans les débats, il y a pas mal de gens qui me disaient « Mais tu n'as pas un problème technique? Il y a beaucoup de plans flous. » J'anticipe les questions, en fait. Mais c'est volontaire, je vous assure. Je n'ai pas de problème de vue, quoi. Il y a des fantômes. Il y a des fantômes. En fait, c'est ça. C'est des fantômes parce que c'est une réalité du terrain. C'était quand on est vraiment pendant des jours dans l'affût et ça se passe au crépuscule, la nuit, au clair de lune. Quand je dis que je suis un guetteur de lune, c'est ça. C'est toutes ces nuits enchaînées. Et ces présences animales, elles arrivent comme ça. Souvent, c'est quelque chose de très furtif, fugace, et tu ne sais pas si tu as rêvé ou pas. Et je voulais leur créer ça, parce que c'est vraiment ce qu'on vit sur dehors, quoi. C'est très rare, les plans hyper trop spectaculaires ou quoi. Parce qu'en fait, c'est un film presque anti-spectaculaire. J'ai la sensation qu'on peut amener quelque chose de merveilleux, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux dans la forêt, ces bêtes, sans être obligatoirement spectaculaire ou sensationnel. C'est un parti pris aussi. Mais j'allais céder la parole au public, mais je voudrais rebondir ici. Ça arrive. Il y a un élément que je trouve magnifique aussi dans le film, qui va avec ce que tu viens de dire, c'est que par rapport à d'autres documentaires animaliers qu'on peut voir notamment sur les plateformes, il n'y a pas de... On ne donne pas des caractères humains, on ne leur prête pas des attentions dans ce que tu fais. Il y a la nature est cet autre, dont on fait partie, mais les animaux il y a une altérité qui est très mystérieuse et qui est très belle, qui est très poétique. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je pense que c'est encore une fois l'enseignement de mon père. Après, j'ai un autre maître spirituel qui s'appelle Robert Reynard, qui est suisse, et j'aimais beaucoup ça. Lui, c'était ça. Comment est-ce qu'on s'efface et on reste assez humble par rapport à tout ce qui se passe. On peut émettre des hypothèses, mais n'être sûr de rien, quoi. C'est ce qu'il dit un peu mon père aussi. Et finalement, on est toujours surpris. Donc, non, ça, moi, je voulais absolument s'échapper de ça. En fait, comme tu l'as dit, c'est un conte un peu écologique, parce que sous cet aspect esthétique et contemplatif, il y a quand même un message qui est un peu fort. Je crois, sur tout ça, sur toutes ces présences et tous ces timides, ces discrets, comme il dit, le côté insignifiant, qu'il faut écouter finalement le message un peu de ceux qu'on n'entend pas beaucoup, quoi. Et c'est une ode à ceux qui existent autour de nous, dont on est presque dépendant, on est tous interdépendants et qui se taisent. Et qu'on a oublié de regarder, quoi. C'est franchement ça. Et on s'en moque de leur de côté scientifique ou de côté très de savoir trop de choses, en fait. Il faut se laisser oser s'ouvrir, en l'occurrence, sans qu'il y ait trop de réponses à ces questions, voilà, je crois. Et c'est un film presque un peu sensoriel, en tout cas. C'est une proposition de réconciliation, en tout cas, avec le monde du sensible. Tout à fait. Voilà. Maintenant, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a une question, un commentaire, une remarque, une critique? Là-bas? Est-ce que... Oui, Lilou, si tu veux bien. On va vous donner un micro, madame. Ici, Lilou. Il n'est pas allumé. Voilà. Bonsoir. Donc, merci pour ce magnifique film. Je trouve qu'il remet un peu
la nature un peu comme un temple qui rappelle qu'on n'est pas chez nous en fait, et que c'est un espace partagé. Et je voulais savoir, il y a eu l'ONF qui était venu à une de vos avant-premières, et je voulais savoir si eux vivaient la même forêt que vous, ou s'ils avaient été surpris par votre film, enfin voilà, savoir quelle avait été leur réaction. Ouais, bonne question. En tout cas, sur le côté temple, vous avez vu le premier plan de 4-5 minutes que je vous impose, là, avec une musique un peu sacrée, c'était ça, en disant, voilà, je trouve qu'il y a une notion un peu spirituelle dans la forêt, je voulais la partager, et qu'il y a un espèce de respect, comme quand on rentre dans une cathédrale, on est un peu subjugué, et là, c'est pareil, c'est un temple avec toutes ces présences, quoi. Et l'ONF, alors je sais qu'en France, ça m'a été un peu reproché, j'ai regardé rapidement les critiques qui étaient un peu virulentes parfois, sur certains avec l'ONF. C'est quoi l'ONF ? L'Office national des forêts. Et en fait, c'est un organisme, une institution d'État qui gère des forêts domaniales et aussi communales. Et donc ça fait un peu, pas polémique franchement, parce que moi j'assume complètement ce partenariat. On travaille avec eux. Et heureusement, c'est que 30% de tout le massif forestier en France. C'est pas énorme, mais heureusement qu'ils sont là, parce que c'est encore là où on a les forêts qui sont les moins exploitées. Souvent, dans les forêts privées, c'est quand même la rentabilité qui prône par rapport à la diversité ou la vie d'une forêt. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas à l'ONF. Ça dépend du ministère, évidemment, et parfois, au niveau des hautes sphères, on leur impose un volume de bois qui est trop important. On leur impose aussi des fois des plans de chasse qui sont trop importants, donc on a tendance parfois à tuer trop d'ongulés, de cervidés, de sangliers, de chevreuils. Mais nous, on a travaillé avec eux, et en fait, ça dépend, comme dans plein d'institutions, des chefs de secteur, ça dépend des hommes, en fait, au sein de l'ONF. Et il y en a qui sont hyper sensibles à préserver, vous avez vu, ces forêts, ces vieux bois, ces arbres debout, morts, vous avez vu, qui abritent énormément d'animaux. C'est un peu la crise du logement. On manque cruellement d'arbres morts, et debout, et au sol pour l'humus. Et nous, on a bossé avec eux pour s'occuper de l'habitat du grand tétras. Et finalement, ce film, la plupart des images ont été filmées là où le grand tétras était. Et en fait, ce sont des forêts extrêmement vivantes, parce que diversifiées, avec des essences d'arbres différentes, d'âges différents, et avec des clairières, et je pense que ça, c'est le défi, finalement. C'est plus l'habitat que de concentrer que sur une espèce. Et si on veut relever justement le défi qui nous attend avec les sécheresses, les tempêtes, avec les arrivées évidemment de parasites comme le scolite ou autres, il nous faut des forêts qui soient résistantes et très diversifiées comme celle-ci. Donc c'est un credo, vraiment un travail de militant. Et on a fait des projections avec toute l'ONF du Grand Est, et je pense que c'est bien, parce qu'on valorise aussi leur travail de ces îlots de sénescence, c'est-à-dire des endroits qu'on ne va pas toucher, on va laisser la forêt vieillir, avec aussi ces arbres bio. Non, maintenant, heureusement, alors on a besoin de quotas, mais il y a tant d'arbres bio par hectare, et c'est un minimum, c'est jamais suffisant, mais tant mieux, c'est des arbres qui sont... Parce qu'à une époque, c'était bien pire à l'ONF, c'est-à-dire qu'ils faisaient des coupes sanitaires. Je trouve ça horrible. Sanitaire, c'est-à-dire qu'ils faisaient un martelage, donc comme une traque de chasseur, et puis ils marquaient tous les arbres qui étaient soit tordus, soit morts, soit pour assainir la forêt. Quelle horreur. Donc ça, c'est fini, quoi, heureusement. Et c'est une horreur, hein. Si on le répercute à une autre échelle, ça rappelle l'époque sombre de l'humanité. Et c'est quand même tellement injuste. C'est tellement beau, des arbres tordus, des arbres morts. Voilà. Là-bas. Ah, c'est cool, il y a des enfants, j'espère que ça a plu. Bonsoir, merci beaucoup pour ce magnifique film. J'imagine que je ne suis pas la seule à avoir été subjuguée par la scène avec le lynx. Mm-hmm. Et je suis très curieuse de savoir comment c'est arrivé, cette proximité extrême avec le lynx. Et comment ça se fait qu'il s'est approché autant de la caméra ? Ça, c'était un grand moment. Un grand moment. Et le lynx, dans les Vosges, il a du mal, quoi. Et là, c'est-à-dire qu'on n'en a pas beaucoup. On en a 3, 4, 5... Et vous avez vu que mon père, il a passé plus de 50 ans dans les forêts vosgiennes pour le grand tétras. Il a passé plein de nuits, il ne l'avait jamais vu. Donc il l'a vu il y a 2-3 ans, un gros mâle qu'on a appelé Arcos.
Et on a eu une chance inouïe parce qu'on savait qu'il venait de tuer un chamois par un copain qui m'aidait à trouver, à pister le lynx. Et on a fait cet affût. On a eu une chance inouïe le fait qu'il vienne 10 minutes avant que la nuit arrive, quoi. C'était juste énorme. Et après, le très gros plan que vous avez vu, alors c'est le même lynx, mais c'est pas pris au même moment. Et là, j'étais seul. Et c'était incroyable. Moi, je l'ai vu 5 fois en 10 ans. Ce lynx, je l'ai suivi pendant 10 ans, avec des pièges photos, et je savais où il marquait. Et là, en l'occurrence, pour la petite histoire, j'étais même pas là pour lui. J'étais, comme quoi la chance est parfois vraiment précieuse. J'avais posé des micros pour enregistrer les sons d'une chouette hulotte qui nichait dans une chandelle de hêtre, un hêtre coupé. Et j'avais posé mes micros, je me retire à 100 mètres de là, je me mets sur un rocher moussu à découvert complètement et j'attends que la nuit arrive. Et d'un coup, j'entends feuler au loin et ça se rapproche. J'étais en ligne de crête, il longe la ligne de crête et il me voit. Je suis complètement à découvert. Il me voit en feulant et il vient droit sur moi. C'était complètement fou. Il vient en plus au-dessus de moi sur des rochers. J'étais en contre-plongée, donc il était énorme, un gros lynx. C'était vraiment impressionnant. Il vient se poser, se coucher sur les rochers devant moi, de dos. Il regardait la vallée comme moi je regardais la vallée. C'était complètement fou. Mais comme un pote, comme un copain, c'était surréaliste. J'ai fait des photos au téléphone, c'est incroyable. Et ça, c'est le gros plan que vous avez, la grosse tête de Arcos. Et là, après, il voit mes micros au loin, il voit mes 2 grosses bonnettes de micro, il y va. Et c'est le plan que vous avez, c'est les sons que vous avez dans l'écran noir. On entend les pas qui s'approchent du micro. Il feule de plus en plus près. Il respire. Il fait ça sur mon micro. Il pisse dessus. Et après, il s'en va. C'était un moment complètement fou. Enfin, voilà. Donc ça, c'était un moment rare que j'ai voulu. Et c'est marrant parce que c'est ce son qui était tellement puissant. Et là, c'est osé au cinéma. Je vous mets dans un écran noir et pendant 1 minute, et je vous laisse juste écouter ce lynx qui s'approche de nous. Et j'ai construit cette séquence pour rappeler ce moment. Bonsoir. Il y avait des moments impressionnants. Et pourquoi vous avez choisi le grand tétra et pas un autre animal ? Le grand tétra, parce que mon père, c'est lui qui lui a, c'est cet oiseau qui l'a subjugué. Tu vois, comme il le dit au tout début, quoi. Il était, même s'il était déjà sensible à la nature, mais il a été complètement surpris qu'un oiseau si gros, de 4-5 kilos, il arrive à vivre dans des conditions aussi rudes. C'était une cathédrale de glace. Et après, il a passé toute sa vie à en savoir un peu plus sur cet oiseau qui vit au fin fond des montagnes, dont on entend parler, mais qu'on ne voit jamais tellement il est farouche. Et j'ai voulu en parler parce que tu as vu qu'il disparaît, quoi. C'est quand même pas rien. C'est comme le dodo. C'est notre dodo à nous des montagnes. Et il le dit, on est extrêmement attristé. On a vécu la disparition d'un oiseau comme celui-ci, quoi. C'est quand même fou. Parce qu'on est sur des montagnes qui sont assez basses en altitude, tu vois, entre 800 et 1000 mètres. Donc on n'a plus des hivers comme avant. C'est la principale raison de sa disparition. Et donc, moi, je voulais un peu l'évoquer. C'est parce qu'il nous a ouvert les yeux sur la forêt. Et moi, à ton âge, sûrement à 10-12 ans, mon père, il me laissait tout seul, sous un sapin aussi, pour essayer d'observer cet oiseau. Et il est tellement sensible et farouche qu'il fallait qu'on arrive le soir à 17h, jusqu'au lendemain, 13h, sans bouger, dans un sac de couchage qui ne fait pas de bruit. Mon père, il m'obligeait à enlever tout ce qui est papier d'aluminium pour le chocolat, tout ce qui est plastique. Le thermos, il fallait le capitonner pour pas qu'il y ait de bruit métallique. Pas de bruit du tout, tellement il était farouche. On était dans le noir, avec juste une lucarne. Et en fait, ça m'a appris à être discret, quoi, franchement, parce que j'ai enchaîné tous les printemps. On passait 10-15 nuits en montagne, souvent dans la neige, tu vois, à l'époque, pour cet oiseau-là, quoi. Et c'était important. Et puis, tu vois, il y a un écho aussi. Il a disparu, mais en même temps, c'est pas si... c'est triste, mais c'est pas si grave dans le sens où il y a quand même toujours d'autres animaux qui sont là. Il y a des animaux qui arrivent aussi, comme la chouette chevêchette, le grand-duc qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est une note d'espoir que mon père dit à la fin, quoi, en disant, voilà, il faut quand même, tant qu'il y a de la vie, il y a quand même de l'espoir, il faut quand même continuer à préserver l'existant, quoi. C'est ça. Donc ce grand tétra, c'est un personnage hyper important dans le film. Une autre question ?
Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour ce film. J'ai un peu deux casquettes ce soir parce qu'en fait, je suis alsacienne et j'ai de la famille dans les Vosges. Mon père vit dans les Vosges. Mon demi-frère a rénové la maison forestière du Spitzberg. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. Donc, j'ai vraiment quelque chose qui m'a touchée très profondément de revoir ma région et voir comment elle est belle. Et au-delà de ça, je travaille aussi au WWF Belgique. Et du coup, je voulais aussi dire merci parce que c'est grâce en voyant des images comme ça de la nature qui est proche au final de chez nous, de pouvoir voir qu'elle est belle mais qu'elle est aussi menacée. C'est comme ça qu'on arrive aussi à voir que tout le monde en fait peut agir sur cette nature. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier là-dessus. Et au-delà de ça, je voulais savoir si avant même de faire ce film, vous saviez déjà en fait quelle espèce vous allez avoir. Enfin, j'imagine que de toute façon c'est quelque chose de très qui se fait sur le fait. Est-ce que vous saviez déjà à peu près quelles espèces vous vouliez avoir dans le film? Avoir. Ouais. Ouais. Non, mais merci. En tout cas, vous avez vu que moi, c'est comment dire, ma manière c'est même pas les mots ou le langage où là où je suis fort, c'est vraiment que l'image et c'est vraiment complémentaire. Tout le travail que vous faites et toutes les ONG, toutes les associations, et je leur rends hommage en tout cas, qui font un travail sur le terrain. Et moi, ça m'a toujours un peu meurtri, cette image de l'écolo un peu rigolo. Mon père était ça, c'est un écolo depuis tout le début, mais en fait, c'est quand même fou. Ce sont des bénévoles pour beaucoup qui œuvrent pour le bien commun, quoi. C'est quand même pas rien, c'est pour protéger juste la vie. Et je trouve que sans toutes ces associations, en tout cas, l'érosion de la biodiversité serait beaucoup plus rapide. Donc ça freine un peu cette érosion. Donc là, franchement, bravo. Et parce que moi, j'ai la belle casquette à poser mon regard sur le beau. Mais les assos, vous êtes en première ligne et ça, c'est quand même dur. Et moi, je les soutiens et je les aide comme je peux. Et quant à votre question, il y avait des intentions. C'est vrai que quand on amène un film au cinéma, il faut quand même déjà le vendre aux distributeurs, Cinéart et puis Haut et Court pour la France. Il faut le vendre. Donc il y avait des idées, des intentions. Après, c'est pas comme dans beaucoup de docs animaliers où on a des animaux domestiqués, imprégnés pour le cinéma et on leur donne, voilà, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est pas ça, c'est que des animaux sauvages, donc on n'était pas sûr de voir le lynx et de voir le grand tétras à Simon, lui montrer, on n'était pas certain. Le cerf, oui, parce que j'avais quand même ces archives et on avait fait tellement d'affûts avec mon père qu'on avait quand même ces vignettes-là, il y avait un peu d'archives. Mais après, il y a eu une deuxième écriture, il y avait au montage, en fonction de ce qu'on avait filmé, ce qu'on avait réussi à voir. Et comme c'est plein de surprises, et ça c'est quand même grâce à La Panthère où après on m'a fait confiance, quoi, en disant bon ben voilà, ok, mais c'était pas gagné, quoi, c'était pas sûr. Et puis tant mieux, on a eu quand même la chance, on l'a usé, on était sur le terrain. En tout cas, merci beaucoup parce que je pense que des films comme ça aident aussi les associations à pouvoir faire leur travail parce qu'en mettant en lumière la nature comme ça. Ça aide et j'espère que, qu'en ayant vu ce film, vous allez peut-être agir à votre façon, à travers une asso, une organisation ou non, mais en tout cas, chacun peut agir pour la nature. Ouais, non, mais vous avez tellement raison. Et nous, on est contents. En France, moi, je suis surpris. Comme je vous l'ai dit, je ne pensais pas que ce film allait toucher autant. Hein. On s'était dit, si on fait moitié de La Panthère, si on fait 300-400 000 entrées, c'est déjà énorme. Et là, on approche le million en France. Donc c'est extraordinaire. Et comme vous dites, imaginons que le million de téléspectateurs adhèrent à une assoce de protection de la nature, on dépasse le nombre de chasseurs en France. Il y a 1 million de chasseurs. Non mais c'est vrai, il y a 1 million de chasseurs en France, c'est terrible quoi. Et nous on galère à avoir autant d'adhérents. La LPO c'est 40-50 000 adhérents, c'est beaucoup moins. Voilà. Une question là-bas dans le coin. Déjà merci beaucoup. Merci. Il y a 1 an, je crois, peut-être jour pour jour, j'ai vu La Panthère des Neiges dans une petite maison de campagne. Et c'était vraiment super beau, quoi. Ça a réveillé un peu une petite flamme à l'intérieur de moi. Et après vous avoir longtemps écouté dans les interviews, dans d'autres films, je me suis posé une question. Pourquoi les appeler les bêtes ? Pourquoi dire ce mot qui est péjoratif? Et en plus, vous parlez souvent que l'humain, que l'homme est dominant sur eux. Et le mot bête veut vraiment dire ça. Quoi. Ah, ouais. Bonne question. Mais
Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup le mot bête. Hein. Pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Oh, les bêtes, surtout comme je vous parlais, mais vraiment, je vous parlais de Robert Reynard, il parle de ça, quoi. Pour moi, c'est tellement fort, c'est au-dessus de nous. Et puis nous, on est aussi une bête parmi les bêtes. Et c'est bien dommage. Non, les bêtes, pour moi, c'est hyper fort, quoi. Il y a un côté animal qu'on n'arrive pas à domestiquer, quoi. Tu vois, qui est libre et sauvage et qui est insaisissable. Donc moi, le mot bête, pour moi, c'est pas du tout péjoratif, je trouve. En tout cas, quand on regarde la définition oui. du mot, il y a vraiment l'aspect qu'ils ne seront jamais, qu'ils seront toujours en dessous de nous, Oui. et que l'humain est dominant, qu'ils sont moins que nous. Ah oui, je regarderai la définition. Et ils m'ont mis dans le Larousse, là. Je vais appeler Larousse et je vais voir pour changer la définition de bête. Parce que c'est... Merci. Merci en tout cas. Alors, c'est pas par sadisme envers Lisiane, mais on va passer de l'autre côté. C'est plus par équité. Et puis la dame lève tellement bien sa main, les deux même. Merci. Et merci beaucoup, en effet, c'était merveilleux. J'avais une petite question concernant la collaboration avec Warren Ellis. Et avant, c'était Warren Ellis et Nick Cave. Et bon, ils servent majestueusement la majesté des images. Et donc, je voulais voir comment s'était passée votre collaboration et ce qui vous avait inspiré là-dedans. Alors moi, Warren et Nick Cave, c'était un rêve de pouvoir travailler avec eux. Ça s'est réalisé avec La Panthère des Neiges. Des fois, il faut oser, quoi. Et souvent, on utilise des musiques témoins pour le montage. Et c'était quand même souvent la musique de l'assassinat de Jesse James. C'est une BO qui est tellement extraordinaire. Et Mustang, enfin, il en a fait plein. Loin des hommes. Et j'y suis allé au culot sur la Panthère. Et il bossait sur l'album de Marianne's Faithfull à Londres et tout. Et puis il a vu notre brouillon de film. Il a adoré. Et il nous a laissé un petit espace. Et là, on a commencé à dialoguer, à échanger. Et même avec Nick Cave, c'était improbable. Moi, le petit Vosgien perdu, j'étais en FaceTime avec Nick Cave et Warren Ellis. C'est grandes génial. stars. C'est inimaginable, improbable. Et puis un super retour, même Nick Cave qui voulait absolument poser sa voix sur le film, où c'est la chanson de fin, quoi, We Are Not Alone, qui est tout à fait en écho avec celui-ci aussi. Il faut qu'on arrive à imaginer qu'on n'est pas seul et qu'on compose avec tous les autres. Et donc là, Warren, il a voulu aussi travailler sur celui-ci, donc c'était génial. Et puis c'est des échanges, on échange beaucoup, c'est devenu comme un grand frère, on est très proches. Suite à La Panthère des Neiges, il a été tellement embarqué dans l'histoire qu'il a créé Ellis Park, c'est-à-dire qu'il a investi de l'argent pour soigner des animaux qui étaient maltraités et tout ça sur Sumatra, et je trouve que c'est hyper puissant. Et voilà, donc j'avais aussi, on lui envoyait des petits clips, des vignettes en disant qu'est-ce que tu peux nous faire là, et on a travaillé à distance. Il était avec son pote Andrew Dominic qui avait fait l'assassinat de Jesse James, justement et puis on a eu des super bons échanges. Et ensuite, je voulais quand même une voix féminine pour le côté sacré de la forêt. Et donc Rosemary de Moriarty, c'était la chanteuse de Moriarty. Bird on the Wire, elle a refait un groupe avec Dom Lalena au violoncelle. Et j'ai adoré. C'est pareil, ça m'a accompagné pendant tout le montage. Et aussi, j'y suis allé au culot, je leur ai demandé. Et donc, on a fait une BO commune avec tous les trois, quoi. Génial, merci pour le culot. Il faut oser. On va prendre une dernière question, parce qu'on doit libérer la salle. Lisiane a choisi. Désolé, monsieur. Bonsoir, merci beaucoup. C'était juste exceptionnel à voir. Je me posais deux questions. La première, est-ce que vous avez déjà fait des affûts en Belgique ? Et la deuxième, est-ce que on a beaucoup parlé ces derniers temps de la réintroduction du grand tétra, et j'imagine que c'est un sujet qui doit vous toucher dans un sens ou dans l'autre, et je me demandais si vous aviez un point de vue sur ce type de programme. De programme.
Merci. Merci. Alors, la Belgique, pas tant, mais j'ai beaucoup d'amis naturalistes parce que vous avez quand même... je trouve que comme les Suisses, vous avez quand même une sensibilité qui est peut-être, au prorata de la population, peut-être sûrement plus forte qu'en France, en tout cas. Mais donc, j'ai beaucoup d'amis naturalistes et j'ai été me balader dans les Fagnes, un petit peu dans les Ardennes belges. Donc, oui, je connais, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, on a des forêts qui sont assez similaires. Hein. Et en parlant du grand tétra, parce que c'est marrant, vous avez aussi un programme dans les Fagnes, justement, du tétralyre qui a disparu, enfin qui est en train de disparaître, il n'en reste quasi plus. Et il y a aussi un programme où on va chercher des oiseaux dans Suède et qu'on ramène ici. Alors je connais moins, je crois que c'est aussi un peu sous perfusion, c'est un peu un échec. Mais dans les Vosges, nous, on a donné un avis défavorable parce que pour toute réintroduction, il faut déjà comprendre pourquoi l'oiseau ou la bête a disparu. L'animal a disparu. Mais, et donc remettre toutes les conditions en place pour l'accueillir pour qu'il puisse survivre, quoi. Et ça se passe bien avec le vautour fauve, avec le gypaète, le castor, c'est un succès, la loutre, le lynx, ça marche bien s'il y a de la pédagogie avec les chasseurs, sans quoi ils les braconnent. Mais le milieu est là et les proies sont là. Et le grand tétra, nous, on a dit non parce que on est les premiers affectés par sa disparition. Ça fait bizarre d'être dans nos forêts, de savoir qu'il n'y en a plus. Donc on pourrait se dire, on devrait, oui, c'est simple, on va en chercher, on en remet. C'est pas si simple que ça, quoi. Ils n'ont plus d'hiver. Donc là, on va les chercher en Scandinavie où ils ont toutes les bonnes conditions et on vient les faire. Ils meurent à petit feu chez nous parce qu'ils n'ont plus d'hiver. Donc là où il n'y a pas un gros manteau neigeux, on a plus de prédateurs. Il y a des martres, des renards qu'on n'avait pas avant sur nos pièges photos. Et puis il y a des choses qui nous échappent, sûrement des maladies, parce que des hivers plus humides et moins secs. Donc ils sont allés en chercher une vingtaine, là, et sur les 20, ils sont tous morts. C'est quand même fou. Alors qu'on a encore 2 poules autochtones, c'est les 2 dernières poules qui sont là depuis 5-6 ans sans coque, elles sont toujours là. Donc elles sont résistantes parce qu'elles ont toujours vécu là. Donc ça n'a aucun sens, quoi. Et c'est un peu jouer avec le vivant, donc même au niveau de l'éthique, je trouve que c'est des projets des institutions, des technocrates de l'environnement qui sont beaucoup dans les bureaux et qui ont une sensation de bien faire. Mais quand on connaît un peu le terrain... Mais heureusement, on n'est pas les seuls. La majorité des scientifiques ont donné un avis défavorable, mais c'est plus un projet politique. Donc là, ils sont partis pour mettre des effaroucheurs. Donc ils leur mettent des colliers. Dès qu'une poule couve, ils vont mettre des effaroucheurs de prédateurs, donc des espèces d'ultrasons. Ils ont l'intention de faire du piégeage aussi de martres. Donc c'est quand même fou, c'est un interventionnisme déraisonné. Alors que, comme dit mon père, ce qui est important, c'est l'habitat, quoi. Il nous a montré ce qu'est une vraie forêt, continuons ça. Mais tant qu'il n'y a pas un inversement du climat et qu'on retrouve des hivers comme avant, ça n'a aucun sens de remettre des oiseaux. Et en l'occurrence, en Slovénie, il disparaît, en Roumanie, la population chute, et la zone de répartition est de plus en plus vers le nord, quoi. Donc c'est du bon sens. Enfin voilà. On va quand même terminer sur une bonne note. Le film est magnifique. Il a fait 1 million d'entrées en France, donc on compte sur bientôt, vous. On a 900 mais On compte sur vous pour que la Belgique soit pas ridicule. Ça veut dire que le film sort le 4 février. Parlez-en autour de vous si vous l'avez aimé, même si vous ne l'avez pas aimé. Invitez des chasseurs, des propriétaires de SUV à aller le voir. Ça fera des entrées et ce sera super pour le film et la biodiversité. Bon, merci pour l'accueil en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais.